Quel est le comble du bonheur? D'aimer complètement. Toute une vie. Vous croyez qu'on y arrive? Ah. Je vous ai dit, c'est le comble. Peut-être on y arrive. Si, je crois qu'on y arrive. Avec des petites pauses. Pour renouveler. Avec ce beau visage sur lequel passaient aussi bien les signes du chagrin que du bonheur, Romy Schneider a réussi un double exploit. Les femmes l'aimaient et l'admiraient sans pour autant la jalouser. Les hommes la désiraient, sans pour autant considérer qu'elle était un bel objet dépourvu d'intelligence. Cette double réussite masque tout de même le sens de sa vie. Romy Schneider a connu les ruptures, les fractures, elle a opéré des choix, elle a fait des abandons, elle a cherché. Toute sa vie, elle a cherché un père, un homme, un mentor, un maître à penser, un amour, une identité. Et ce qu'elle a trouvé ne l'a jamais satisfaite. On dirait que, sans s'en rendre compte, Romy Schneider a donné raison à la célèbre phrase de Madame de Staël: la gloire est le deuil éclatant du bonheur. De nombreuses questions se posent sur elle. Pourquoi? Pourquoi cette Austro-Allemande devient l'incarnation de la femme française? Pourquoi ce sentiment de culpabilité comme si elle était née au mauvais moment, au mauvais endroit? Pourquoi surtout, alors qu'elle a beaucoup donné et peut-être peu reçu, elle meurt, elle a 43 ans? Toutes ces questions forment la trame de sa légende. À vrai dire, c'est un sale métier, actrice de cinéma. C'est comme un poison qu'on avale, auquel on s'habitue et qu'on maudit en même temps. Qui est l'auteur de ces lignes? Une très jeune fille, Romy Schneider. Elle sait déjà. Elle a déjà compris le piège de la gloire instantanée. Elle vient d'incarner le rôle de Sissi à l'écran. Et il a suffi de 3 films pour qu'elle devienne plus célèbre que l'héroïne en question. Le film provoque en Autriche un de ces phénomènes qui dépassent le cinéma pour atteindre une portée sociologique. Car dans cette Autriche qui se relève à peine de la Deuxième Guerre mondiale et de ses horreurs et de ses erreurs, Sissi offre aux Autrichiens du rêve, de la nostalgie, un refuge sirupeux dans le passé d'une époque où tout était beau, quand on ne chassait pas les Juifs et quand les dames faisaient la révérence, dans des décors d'opérette. Le succès du film, le succès de Sissi, l'identification de Sissi avec Romy Schneider et vice-versa va franchir les frontières. Une actrice, presque encore une enfant, aurait aisément pu succomber à ce raz-de-marée. Malgré ses 16 ans, Romy Schneider a eu l'intuition qu'elle pouvait devenir prisonnière de ce personnage et de l'artifice viennois de la guimauve sur pellicule. Je me suis rendu compte que Sissi, c'était bien gentil. J'ai fait 3 films, je voulais même plus faire le 3e. On m'a dit fais-le, finalement je l'ai fait quand même. Et je n'en avais marre. Je savais que c'est bien gentil, c'est charmant, c'est... Mais pas plus que ça. Et ça me rapporte peut-être beaucoup d'argent aux producteurs et moi aussi, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas... C'est peut-être le passé de sa mère Magda qui a éveillé la méfiance immédiate de la jeune Romy Schneider. Elle aurait pu suivre le même chemin facile d'une carrière obédiente. Magda, la mère, aux côtés d'un beau-père, et puis d'Ernst Merischka, réalisateur des 3 films Sissi impératrice.
Une belle et jeune et adorable petite Romy Schneider, déjà propriété nationale, au grand plaisir intéressé de maman. Mais parlons donc un peu de sa mère, de Magda Schneider, qui pendant les années d'Hitler a continué de tourner docilement des films alors que la plupart des actrices allemandes avaient décidé de fuir le régime nazi. Étrange docilité de Magda qui va même jusqu'à installer sa famille dans un chalet, Mariengrund, à Chenau, dans les Alpes bavaroises. Le décor est idyllique. Il y a des forêts, des prairies vertes, c'est un monde à la Heidi, une carte postale. Sauf que le chalet est à 2 pas de Berchtesgaden. Souvenez-vous de ce nom, c'est là qu'à la fin des années 30, Adolf Hitler reçoit ses invités, au premier rang desquels le naïf et pacifiste britannique Chamberlain, qui en septembre 1938 a cru ou voulu croire que le Führer n'irait pas plus loin dans sa volonté de dévorer toute l'Europe. 15 jours plus tard, ce sera Munich. Eh bien, c'est entre ces moments d'histoire du XXe siècle à Vienne, qui n'est déjà plus que la capitale factice d'une Autriche annexée, le 23 septembre 1938 que naît Rosemarie Magdalena Halbach. Sa grand-mère l'appelle tout de suite Romy. Et c'est donc à Berchtesgaden que Romy passe sa petite enfance dans l'ombre du nid d'aigle, le repère d'Hitler. Pourquoi si près? À cette question qui va la poursuivre au point de l'obséder, Romy Schneider ne trouvera jamais de réponse convaincante. Sa mère, Magda, espérait-elle que ce serait utile pour sa carrière de se faire voir dans le voisinage d'Hitler, ou bien y avait-il une raison encore plus intime? Romy en serait venue à envisager une liaison entre Magda, sa mère, et le Führer Adolf Hitler. Cette interrogation sur le passé trouble d'une mère a nourri une culpabilité inconsciente et a sans doute poussé Romy Schneider à s'émanciper, à provoquer la première fracture, à exprimer son caractère épris d'indépendance, la recherche de son identité. Elle avait eu tout dans sa vie, la beauté, le charme, le talent, un grand-père qu'elle adorait, qui était acteur, un papa qu'elle n'avait pas vu beaucoup, donc elle était toujours à la recherche d'un papa. D'ailleurs, elle m'appelait papa, moi. Et sa mère, qui était un personnage assez dur, une femme d'autorité, une femme de pouvoir, une femme d'argent, ce qu'elle était au contraire de Romy. Elle tenait plus de son papa que de sa maman, qui avait fait une belle carrière, mais qui avait été tout de même une des héroïnes du nazisme. Donc, elle en avait un peu honte de cette carrière-là. Et sa mère avait une grande influence sur elle, parce que c'est elle qui lui avait proposé de refaire ce qu'elle avait fait, elle, déjà, Liebelei, le film de Lubitsch, que nous avons appelé Christine, avec Gaspard Hulitt. Romy Schneider prend donc son premier grand risque, et pas seulement professionnel, car il va creuser avec l'Allemagne et l'Autriche un fossé que rien ne pourra combler. Romy Schneider renonce à un 4e Sissi. Elle quitte ce pays d'opérette au passé équivoque pour suivre la plus belle gueule du cinéma français. Elle le rencontre sur le tournage de Christine, c'est son premier grand amour. Il s'appelle Alain Delon, il est tout à fait son contraire. Romy, en effet, demeure une jeune première sage, bien élevée, timide. Elle a abandonné son pays, elle bredouille un français hésitant, aux côtés de cet archange, insolent, à la gueule de voyou. Ce nouveau jeune premier du nouveau cinéma français, dont la beauté féline, le physique séduisant, annonce déjà qu'il sera une star. Romy Schneider, je pense que ce n'est un secret pour personne. Vous avez beaucoup changé. Ça ne doit pas être un secret pour vous non plus. Est-ce que vous aimez mieux comme ça? Oui, j'aime mieux. Pourquoi est-ce que vous avez changé? Parce que vous n'aimiez pas ce que vous étiez avant? Il n'y a rien qui me fait plus de peur que l'ennui. Et puis, je ne l'avais pas connu ça avant. Il y a 2 ans et demi que je sentis ça la première fois. Je ne l'avais pas connu avant parce que j'étais très bien. J'étais très bien comme Sissi, comme princesse. Non seulement dans le film, mais sur l'écran. On m'a fait ça même dans la vie. Le public, en Allemagne, en Autriche. C'était très bien, personne. Qui n'aimera pas ça? Elle est sortie de l'ennui, en effet, Romy Schneider, aux côtés d'Alain Delon, le mauvais garçon. On ne pouvait pas rêver d'un plus parfait assemblage, puisque tous les opposent, donc tous les rapprochent. Pour les médias, c'est le couple du moment. On a du mal aujourd'hui à imaginer l'effet qu'ils faisaient tous les deux lorsqu'ils apparaissaient dans une soirée, un gala, une première, à Paris ou ailleurs. J'avoue que c'est pour moi la chose la plus difficile, de vraiment de réussir, en plus de gens jeunes comme nous deux, de faire une vie ensemble, une vraie vie à côté de ce métier. C'est plus important que le métier? Oui, pour moi, oui. Le métier, eh bien, parlons-en du métier, puisque Alain Delon va en devenir un des princes. Tous les metteurs en scène vont vers lui.
Il s'apprête à tourner quelques chefs-d'œuvre, des films qui aujourd'hui sont devenus des films cultes. Il y a Plein Soleil de René Clément, il y a Rocco et ses frères de Visconti. C'est un moment très intéressant dans l'histoire du cinéma en Europe comme en Amérique. Une nouvelle vague de talent est en train d'émerger, aidée en cela par des femmes libres et fières de leur corps, des femmes sensuelles. Il y a Jeanne Moreau qui, pour Louis Malle, joue Les Amants. Il y a Brigitte Bardot qui joue La Femme et le Pantin pour Julien Duvivier. Et puis, bien entendu, aux États-Unis, Marilyn Monroe commence à imposer sa blondeur vulnérable. Face à une telle déferlante, la crinoline et la perruque de Romy Schneider dans Sissi font un peu figure désuète. Mais ça n'a aucune importance pour elle. Il est vrai que quand Alain Delon a droit, grâce à ses films, au cahier du cinéma, Romy Schneider, elle, n'aura droit qu'à la une de la presse qu'on appelle People. Mais je vous l'ai dit, ça n'a pas d'importance pour elle. Elle a parfaitement compris qu'elle avait fait un choix et elle l'assume. Elle est coupée de sa mère, elle est coupée de son pays natal. La fracture a eu lieu. L'attente va durer 2 ans et demi. C'était au moment où Alain tournait à Milan Rocco. J'étais avec lui, je le suivis. Et puis j'ai connu des gens comme... J'ai connu Visconti, j'ai connu Clément, j'ai connu des gens que je n'avais jamais vus, j'ai entendu parler. C'était un rêve de les connaître, de travailler avec eux. Je savais très bien que personne ne s'intéresse à moi, pour de bonnes raisons. Et j'étais là à ne rien faire près d'Alain, c'était bien dur. Et Alain me disait, attends, tu n'as pas 80 ans, tu as le temps, attends. C'était très facile à dire, je dis, c'est facile à dire, mais je ne vais plus attendre. Combien de temps je vais attendre pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose, ce que j'ai envie de faire? Luchino Visconti est avec Fellini le réalisateur des plus grands films italiens de l'après-guerre. Quel palmarès! Senso, Rocco et ses frères, Le Guépard plus tard, Mort à Venise. Cet homme cultivé, cet aristocrate expérimenté, ce grand esthète, rencontre Romy Schneider pendant le tournage de Rocco. Visconti lui trouve immédiatement avec Alain Delon une ressemblance telle qu'il les imagine déjà frères et sœurs pour un prochain projet. Luchino m'a écouté. C'était le premier qui m'écoutait où j'avais l'impression qu'il s'en fiche pas de ce que je dis, qu'il s'intéresse un peu, malgré qu'on ne sait presque pas. Il m'a compris et je lui disais, parce qu'il était avant tout pour moi un ami. Visconti va apporter à Romy Schneider la réponse à ses attentes professionnelles. Il exerce l'autorité d'un père, cette figure que Romy cherche et cherchera toujours, pour remplacer celle du vrai père, le sien, Wolf, qui est parti, qui a quitté sa mère très tôt. Voici donc un mentor, un maître qui s'impose. Elle confie dans son journal « Ce que j'exige d'un homme, c'est qu'il soit plus fort que moi ». Visconti, plus âgé, a une autorité certes, mais il sait aussi l'écouter. Il a compris cette femme. Il va lui faire accepter de prendre des risques énormes, comme jouer sur scène à Paris avec Alain Delon dans « Dommage qu'elle soit une putain ». Ensuite, il lui fera jouer son premier rôle de femme séductrice dans un sketch du film Boccace 70. Il aura suffi d'une bretelle de combinaison de soie qui glisse sur l'épaule nue d'une bourgeoise perverse pour que Sissi soit définitivement oubliée. J'oserais dire, pour que Romy Schneider tue la petite impératrice. Je suis très contente. Mais non, non, maître, ne dites pas cela. Vous vous ennuyez, vous? Mais pas jusqu'à l'angoisse. Ah oui, vous voyez? Non, non, croyez-moi, on trouve toujours le temps. Ne quittez pas, je vous prie. Herminia? Madame? Prenez l'appareil, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. Allô? Vous êtes toujours là? Visconti est mon professeur, le meilleur que je pouvais avoir. Et il m'a tout appris, tout ce que je sais maintenant. Enfin, pas tout, mais tout ce que je sais faire. Je peux faire maintenant, c'est grâce à Visconti, ce qu'il m'a appris sur scène. Et puis le théâtre, en tout cas,
Le plus difficile, le plus dur, mais la meilleure école. Le grand acteur professionnel et froid ne m'intéresse pas beaucoup. M'intéresse l'acteur qui a des possibilités de crise même, et qui a des faiblesses, et qui a vraiment un côté humain. Grâce à Visconti, Romy Schneider s'est propulsé dans un autre univers, celui des grandes stars. On appelle ça les stars internationales. Le succès répond à son ambition. En 1962, Romy part en Amérique après avoir tourné Le Procès avec Orson Welles, un autre tyran génial. Même s'il dit « shut up, do it, don't talk », comme il m'a dit une fois pendant le procès, et là, j'ai tourné seulement une fois avec lui, que c'est, je ne sais pas, c'est excusez-moi, c'est peut-être bête de parler comme ça, ou un peu trop simple, mais c'est une fête. Oh, un partage de folie, d'une certaine folie, sans en parler. Des mesures d'Hollywood qui accueillent Romy Schneider comme une future Marlène Dietrich. Elle va vivre dans une villa avec des mâles, avec 8 personnes qu'on met à sa disposition. À Boston, loin de chez elle, le hasard va la faire renouer avec ses racines. Otto Preminger, autre metteur en scène autoritaire et génial, l'engage pour Le Cardinal. Ce tournage l'entraîne à Rome et à Vienne, où en avril 63, le temps d'une scène, elle retrouve son vrai père, engagé dans le film pour un petit rôle. Il a accepté un modeste cachet afin de jouer auprès de sa fille, et Magda, la maman, les rejoint. C'est un très court instant qui va les réunir tous les trois. Mais Romy Schneider n'appartient plus à ce passé. Elle appartient à tous ses mentors, tous ses pères de substitution qui se comporteront parfois comme des brutes, comme Otto Preminger. Si j'aurais fait les premiers Sissi avec Preminger, je crois que j'aurais été assez terrifiée. Parce que je me souviens de Gene Seberg qui a tourné Jeanne d'Arc avec Preminger et qui n'a pas craint de dire ensuite que c'était un véritable tyran, qu'il criait beaucoup sur le plateau, qu'elle était terrorisée. Ben, c'est vrai, elle a raison de le dire, c'est vrai, il fait ça. Alors il y a d'autres qui il faut avoir beaucoup de nerfs, c'est vrai, quelquefois, c'est vrai. Mais... Vous avez eu les nerfs, solides. Oui, et puis c'était très intéressant de travailler avec lui. Moi, j'ai très bien travaillé avec lui. Ça me fait plaisir, c'est vrai. On pourrait dire, comme les psychanalystes, que le schéma semble se répéter, c'est-à-dire qu'elle trouve encore un mentor, encore un homme plus âgé, plus dominateur. Il va intervenir, il s'appelle Henri-Georges Clouzot, impressionnant metteur en scène. Romy Schneider l'appelle un intellectuel dictatorial, et elle reconnaît que cette domination la séduit. Clouzot va écrire un film pour elle, qui s'intitulera L'Enfer, un titre en forme de prémonition. Romy Schneider raconte que s'ouvre alors pour elle en 1964 l'année la plus atroce de sa vie, car un homme lui a apporté une lettre glissée dans une valise, la lettre de rupture signée Alain Delon. Simultanément, Clouzot tombe malade. Le film ne se tournera jamais. C'est une deuxième fracture dans cette existence, l'enfer. Le mot revient souvent dans la bouche de Romy Schneider. Elle se met à parler dans son journal d'une autre femme, de son double. On pourrait déceler dans ce texte un semblant de schizophrénie. Elle dit « L'autre m'injurie, me regarde la nuit. Elle rit, elle pleure, elle me surveille sans cesse. Elle me reproche toutes mes fautes, une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne peux pas me débarrasser d'elle, je la hais. Si seulement je pouvais tuer l'autre, un jour, je le ferais. » Puisque cette vie d'actrice n'a apporté à Romy Schneider jusqu'ici que des ruptures et des fractures, malgré quelques succès, elle va se chercher une nouvelle fois, une nouvelle voie, un nouvel amour pour tenter de refaire sa vie. Encore une fois, Romy Schneider se tourne vers un homme plus âgé, un intellectuel, mais ceci pour mettre sa carrière entre parenthèses, pour réussir l'autre vie. Il s'agit d'Harry Meyen, un Allemand, acteur, metteur en scène de théâtre, qu'elle épouse et qu'elle suit en Allemagne. Avec Harry, c'est donc l'autre Romy qui prend le dessus. Elle revient vers l'Allemagne, l'Autriche. Elle est bourgeoise, elle est mariée, bientôt mère, puisqu'en décembre 1966 naît son premier enfant, David. En fait, c'est une nouvelle parenthèse professionnelle. Elle envisage même, Romy Schneider, d'arrêter de tourner. Elle refuse Un homme et une femme, qui deviendra un triomphe mondial, le film de Claude Lelouch. Sa vie est ailleurs. Elle dit « Ma vie ne commence que maintenant ». Et au moment où elle le dit, elle le croit. C'est ça, c'est l'époque à Berlin. C'est ces 2 ans et demi ici à Berlin. Mon fils était né. Ça, c'était très bien. Ça dure un petit moment, mais ce métier, il ne me lâchait pas. Les propositions que j'avais ici de l'Allemagne, c'était des choses qui ne m'intéressaient pas du tout. La carrière d'Harry, son mari, va bientôt décliner.
C'est un homme que l'on dit aigri et jaloux, sous l'emprise des médicaments et de l'alcool. Romy peut succomber aussi à cette tentation, à ces dérives. Elle voudra bien sauver son mariage et en même temps, il est clair qu'un événement nouveau doit surgir. Un nouveau choc. Peut-être un rôle, peut-être une proposition. Eh bien, elle va venir. C'est Marianne dans la piscine. Et qui lui fait cette proposition, sinon celui qui a été son premier amour. Et puis Alain a téléphoné. Parce que ça, il faut bien le dire, c'est Delon qui a téléphoné, qui m'a proposé le rôle. Nous sommes en août 1968. Quelques mois auparavant, il y a eu mai 68. Le grand mouvement de libération des mœurs et des esprits a balayé la France. Le retour à l'ordre a eu lieu, certes. La mutinerie étudiante du printemps est éteinte. Mais on sent circuler désormais dans l'air les courants de la modernité. Et le cinéma, qui a toujours su refléter le climat d'une époque, se libère lui aussi. À la sortie du film La Piscine, dans les salles, Gilles Jacob écrit dans l'Express « Jamais, dans le cinéma français, on avait vu un film plus immédiatement physique ». Gratte-moi le dos. Ah, personne ne le fait comme toi. Vraiment de caractère et ce qui me fait surtout très plaisir et je suis très fière qu'on ne l'oublie pas, que les gens continuent à penser à elle, à en faire référence à elle. Et je suis très heureuse pour elle parce que je sais qu'elle aura été très reconnaissante de cet amour que les gens gardent pour elle. Et c'est ça qui me fait très plaisir surtout. Tu ne m'aimes plus. Ce sont les derniers mots de la belle chanson d'Hélène, un des plus beaux films de Romy Schneider, Les choses de la vie. Tu ne m'aimes plus. Pourtant, elle a été aimée, Romy. Laurent, son dernier compagnon, a su l'aimer. D'autres hommes aussi. Rappelons-nous ce qu'elle nous disait au début de ce portrait. Elle parle du bonheur avec un sourire un peu ironique. Et elle dit, le bonheur, c'est aimer toute une vie avec des petites pauses. Alors, les petites pauses dans la vie de Romy Schneider, ça a été des événements graves, durs. Par 3 fois, elle brise le moule de sa carrière. À plusieurs reprises, elle est aimée, mais elle est quittée, ou bien elle quitte. Et puis, par 2 fois, le malheur frappe. Mort d'Harry, suicide d'Harry, mort de David. Alors, entre ces petites pauses et puis aussi cet autre bonheur artificiel, qui est le tournage d'un film. On est là, on est protégé, maquillé, assisté, on joue un rôle. On fait partie d'une famille qui se disloque à peine le tournage terminé. Entre tous ces événements, toutes ces ruptures, ces chocs, ces abandons, Romy Schneider a lutté, elle a cherché. Cette lutte, cette souffrance, ont contribué à lui conférer ce que l'on peut appeler une aura, et qu'on ne peut attribuer qu'à celles ou ceux qu'on appelle des stars. Vous savez, il ne faut pas vulgariser le mot star. Il ne faut pas le confondre. Autrefois, à Hollywood, on avait trouvé une très belle définition. On disait, une star, c'est quelqu'un qui possède quelque chose en plus. Eh bien, Romy Schneider possédait ce quelque chose en plus. Et c'est ainsi qu'on devient une légende.